les parents qui ont commis le pire type d'erreur. Et leurs enfants sont nés ainsi, ville de Mexico. Personne ne savait ce qui se passait derrière cette porte. Dans l'une des nombreuses rues sans nom d'Iztapalapa. La maison semblait vide, toujours dans la pénombre. Persiennes fermées et un portail rouillé qui ne s'ouvrait jamais. Les voisins disaient qu'une femme âgée vivait là avec son fils. Mais personne ne les avait vus sortir ensemble depuis des années. Certains assuraient avoir entendu des voix d'enfants derrière les murs, mais les rires étaient si faibles qu'ils semblaient des échos d'un temps perdu. Ce que personne n'imaginait, c'est que, à l'intérieur de ce foyer, 2 enfants vivaient piégés dans un monde de silence, de douleur et d'ombre. Résultat d'une erreur qui n'aurait jamais dû être commise. Je suis Burgo, et c'est Mexique interdit. Si tu es intéressé à connaître les histoires les plus cachées, celles que tu ne verras jamais dans les journaux télévisés, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ce que tu es sur le point d'écouter n'est pas une fable. Ce n'est pas non plus une histoire construite pour t'effrayer. C'est une narration qui dépeint ce qui peut arriver quand l'abandon, l'ignorance et la honte s'entrelacent de manière tragique au cœur d'une famille. Une histoire qui fait mal, mais qui a besoin d'être racontée. Maria avait à peine 20 ans quand elle a donné naissance à Thomas, son fils unique. Elle avait été abandonnée par le père de la créature avant même que son ventre ne commence à se remarquer. Quand ils l'ont su, ses propres parents l'ont chassée de la maison. Ils l'ont appelée péché, honte, châtiment. Maria n'avait nulle part où aller et a fini dans une chambre louée derrière une quincaillerie, mangeant du vieux pain et lavant des vêtements pour survivre. Dans ces conditions, elle a élevé son fils. Thomas a grandi en regardant le visage fatigué de sa mère comme seul miroir. Il n'a pas eu de grands-parents, de tantes, ni de cousins. Il n'a pas connu de parc, ni d'anniversaire, ni d'école régulière. Son monde était elle. Seulement elle. Maria a fait ce qu'elle a pu. Elle évitait les regards, les commentaires, les questions. Elle maintenait Thomas loin de tout. Elle lui a appris à lire avec des journaux trouvés dans les poubelles. Elle lui préparait des tortillas dures, avec des haricots en conserve. Elle lui disait que le monde était dangereux, que là-dehors, personne ne les voulait. Ils ne parlaient avec personne. Ils ont changé de maison au moins 6 fois en 15 ans. Et à chaque déménagement, ils s'éloignaient un peu plus de la société et de toute possibilité d'aide. Aux yeux de tous, ils n'étaient qu'une mère et un fils discret. Mais à l'intérieur de ces murs, l'histoire suivait un autre cours. Avec le temps, ce qui a commencé comme une dépendance émotionnelle s'est transformé en une confusion plus profonde. Thomas n'avait pas de modèle. Il ne comprenait pas les limites. Maria, fatiguée, solitaire et brisée à l'intérieur. Elle a aussi cessé de voir les lignes qui séparent l'amour de l'erreur. Quand il avait 20 ans et elle 45, ils partageaient déjà le même matelas. Personne ne le savait. Personne ne frappait à leur porte. Personne n'osait demander. C'est ainsi que Louis, le premier enfant, est né. Un accouchement silencieux, à la maison, sans sage-femme ni hôpital. Maria a saigné pendant des heures. Thomas tenait sa main pendant qu'elle tremblait. L'enfant n'a pas pleuré à la naissance. Il a seulement émis un gémissement faible comme s'il manquait de force pour crier. Il avait la tête disproportionnée, le cou faible, et il n'ouvrait pas bien les yeux. Maria a su, à cet instant, que quelque chose n'allait pas. Mais elle n'a pas posé de questions. Elle l'a seulement enveloppé dans une vieille couverture et lui a chanté une chanson que sa mère lui avait apprise quand elle était petite. Ce fut sa manière de demander pardon. 3 ans plus tard, naîtra Emmanuel. Cette fois, les pleurs sont bien arrivés, mais accompagnés d'une rigidité des membres qui l'empêchait de bouger comme un bébé en bonne santé.
il avait aussi des difficultés à se nourrir. Il vomissait fréquemment, et ses yeux ne suivaient pas les objets. Maria et Thomas n'ont pas cherché d'aide. Ils n'ont pas osé. Il y avait de la peur, oui, mais surtout, il y avait de la honte. Comment expliquer l'inexplicable? Comment regarder un médecin dans les yeux et lui dire « C'est mon fils, et c'est aussi son père ». La famille s'est encore plus enfermée. Ils ont couvert les fenêtres de chiffon. Ils ont cessé de sortir même pour acheter de la nourriture. Parfois, ils passaient des jours entiers sans allumer la lumière. Thomas cuisinait rôti avec du sel. Maria lavait les chiffons avec de l'eau de pluie. Les enfants pleuraient beaucoup. Louis avait des crises de douleur qui duraient des heures. Emmanuel convulsionnait la nuit, et ses parents le soutenaient jusqu'à ce que son corps se calme. Aucun des deux ne parlait. Pas un mot. Seulement des sons gutturaux, des cris sans sens. Ils ne savaient même pas ce qu'était un jouet, ni une école, ni une caresse extérieure. C'est alors que Lucia Ramirez, une travailleuse sociale du secteur de la santé, est arrivée dans le quartier. Sa tâche était simple, visiter les maisons avec des enfants non enregistrés et vérifier leur état. En arrivant devant la porte de Maria, elle n'imaginait pas ce qu'elle allait trouver. Elle a frappé 3 fois. Personne n'a répondu. Elle a insisté. Finalement, Maria a ouvert la porte. Elle était mince avec les cheveux emmêlés, le regard baissé. Thomas est apparu derrière elle, nerveux. Et au fond, les enfants. Lucia n'a rien dit au début. Elle a observé. Elle a senti. Son expérience lui disait qu'il y avait quelque chose de plus là. Mais elle n'a pas su quoi exactement. Elle a-t-elle remarqué les corps tendus des petits, les postures forcées, le silence absolu? Elle a demandé les noms. Maria les a dit. Elle a demandé les âges. Ils ont hésité. Elle a demandé s'ils étaient enregistrés. Maria a nié de la tête. Lucia a demandé qui était Thomas. Maria a murmuré « C'est le père de mes enfants ». Des jours plus tard, dans une conversation plus intime, Maria s'est effondrée. Elle a tout raconté. Depuis le début. Il n'y a eu aucune justification, seulement des pleurs. Elle a dit qu'elle ne savait pas comment arrêter, qu'elle l'aimait, qu'elle le haïssait, qu'elle avait peur, qu'elle avait essayé de disparaître, mais qu'elle ne pouvait pas laisser ses enfants. Thomas restait en silence. Il acceptait chaque mot sans résistance. Il semblait comprendre, mais pas complètement. C'était comme s'il ne pouvait pas traiter le monde au-delà de ces 4 murs. Lucia a décidé d'agir. Elle n'a pas dénoncé immédiatement. Elle a cherché un soutien médical. Elle a contacté une ONG. Elle savait que ce cas ne pouvait pas être traité avec scandale, mais avec un soin extrême. Les enfants ont été emmenés dans un centre spécialisé. Là, ils ont confirmé ce qui était soupçonné. Les malformations étaient compatibles avec des relations consanguines directes. Mais personne ne les a jugés. Les médecins, les infirmières, les volontaires, tous regardaient Lucia et Emmanuel avec compassion. Louis avait besoin de physiothérapie urgente. Il avait la colonne vertébrale déviée, les jambes atrophiées. Emmanuel nécessitait une médication constante pour contrôler les convulsions. Tous deux présentaient un retard mental sévère. Mais ils montraient aussi quelque chose de plus. Une étrange capacité de réponse à l'affection. Quand une infirmière les caressait, ils souriaient. Quand ils entendaient de la musique douce, ils se calmaient. Comme si, à l'intérieur d'eux, habitait encore une étincelle de vie attendant d'être reconnue. Maria et Thomas ont été séparés. Elle a commencé un traitement psychologique. Lui a été interné dans une clinique psychiatrique. Il n'y a pas eu de jugement. Il n'y a pas eu de prison. Seulement un long et douloureux processus de réintégration humaine. Maria a été autorisée à voir ses enfants 1 fois par semaine. Thomas ne les a plus jamais revus.
Et peut-être, c'était le mieux pour tous. Une seule photo fut enregistrée avant que la maison ne soit fermée. Lui s'assit par terre, avec Emmanuel allongé sur ses jambes. Tous deux les yeux mi-clos, la peau pâle, les mains entrelacées comme si l'un était le refuge de l'autre. Cette image ne sera pas publiée, par respect, mais il suffit de l'imaginer pour comprendre l'ampleur de la douleur que peut provoquer le silence, et aussi l'espoir qui naît quand, même dans l'obscurité, quelqu'un allume une petite lumière. Quand Maria commença à raconter son histoire devant l'équipe de soutien de la Fondation, ces mots n'étaient ni linéaires, ni clairs. C'étaient des fragments. Silence entrelacé avec des souvenirs qui semblaient des fantômes. Parfois, elle pleurait sans émettre de son. D'autres fois, elle restait à fixer un point fixe sur le mur, comme si elle ne comprenait toujours pas comment elle était arrivée là. Elle ne se présentait ni comme victime, ni comme coupable. Elle se montrait comme une femme brisée, comme tant d'autres que la vie a poussé vers un coin où il n'y avait plus d'espace pour distinguer l'amour du mal. Elle disait que Thomas était un enfant tranquille, qui n'a jamais élevé la voix, qui n'exigeait rien, qu'il était toujours proche, comme une ombre aimante, comme un compagnon de silence. Après les 15 ans, il a commencé à prendre soin d'elle. Quand elle tombait malade, il lui cuisinait. Quand elle pleurait, il lui passait un chiffon humide sur le front. Maria le regardait et sentait qu'elle ne pouvait pas vivre sans lui. Mais elle n'a jamais pensé que ce lien se terminerait d'une manière si douloureuse. Il n'y eut pas un moment exact, une date concrète, seulement le passage du temps et le manque de tout le reste. Lucia, l'assistante sociale qui dirigeait l'accompagnement, écrivit dans son carnet de terrain : « Ce cas ne concerne pas la monstruosité. Il s'agit d'abandon, de répétition de cycles, de carences affectives profondes. Personne ne s'est occupé d'eux. Personne ne les a arrêtés. Et quand ils voulurent demander de l'aide, il était déjà trop tard. » Thomas, de son côté, parlait peu. Lors des entretiens cliniques, il répondait par des phrases courtes, sans émotion. Parfois, il souriait sans motif. Il ne semblait pas comprendre entièrement pourquoi il était là. Quand on lui demanda s'il aimait Maria, il dit que oui. Quand on lui demanda s'il savait que c'était sa mère, il répondit aussi que oui. Mais il ne semblait pas y avoir de conflit entre les deux réponses. Pour lui, c'était son monde. C'était la seule chose qu'il connaissait. C'était la seule chose qu'il comprenait. Les spécialistes qui ont traité Luis et Emmanuel expliquèrent, en termes simples, que tous deux présentaient des altérations structurelles du système nerveux central, ce qui rendait difficile le développement physique et cognitif. Luis pouvait à peine se tenir debout, même avec de l'aide. Son dos était déformé, sa mâchoire inférieure rétractée et sa vue très limitée. Emmanuel avait des épisodes d'épilepsie fréquents et un système immunitaire compromis. Tous deux nécessitaient une attention spécialisée permanente. Mais le plus triste n'était pas leur état physique, mais que ni l'un ni l'autre n'avaient connu ce qu'était une accolade de quelqu'un d'extérieur à leur famille. Ils ne connaissaient pas une voix douce. Ils n'avaient jamais eu de contact avec d'autres enfants. Ils vivaient dans un langage propre, fait de gémissements, de gestes et de regards chargés de besoins. Une infirmière nommée Patricia, qui travaillait au centre de rééducation où ils étaient internés, racontait qu'un après-midi, tandis qu'elle chantait une chanson pour enfants, Luis s'approcha en rampant lentement et posa sa tête sur ses genoux. Il resta ainsi pendant des minutes, sans bouger. Emmanuel, en voyant cela, pleura pour la première fois depuis son arrivée. Pas de douleur, mais de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. Patricia a dit qu'à ce moment-là, elle a compris que ce dont ses enfants avaient besoin n'était pas la compassion.
C'était de l'amour, sans plus. Pendant ce temps, Maria était toujours dans un lent processus de reconstruction émotionnelle. Elle assistait à des séances de thérapie 2 fois par semaine. Elle parlait avec une psychologue qui ne l'interrompait jamais. Petit à petit, elle a commencé à dessiner. Au début, c'était des gribouillis informes. Après, sont apparues des figures. Une maison avec une seule fenêtre. Une femme assise, 2 enfants se tenant la main. Dans l'un des dessins, elle a placé un cœur brisé au-dessus des 4. Dans un autre, elle a peint un nuage sombre au-dessus de sa tête et une croix sur la poitrine de Thomas. Quand on lui a demandé ce que cela signifiait, elle a dit que c'était de la culpabilité. Rien de plus. À mesure que l'histoire se répandait dans des cercles fermés de professionnels, des voix divisées surgissaient. Certains étaient d'avis que Maria et Thomas devaient être punis. Qu'il n'était pas possible de permettre une telle relation sans conséquences légales. D'autres, cependant, défendaient que le plus important était le bien-être des enfants et qu'aucune punition ne servirait déjà à réparer ce qui avait été brisé. Lucia est restée ferme sur sa position. Protéger, accompagner et éviter le voyeurisme. Ne pas permettre que l'affaire devienne une nouvelle, ni un scandale. Ce qui était nécessaire était un silence respectueux et une action efficace. L'ambiance dans la maison d'accueil changeait. Louis a commencé à bouger les bras avec plus de force. Emmanuel ne souffrait plus de convulsions tous les jours. L'équipe médicale célébrait chaque petite avancée comme une victoire. Une fois, lors d'une activité de groupe, Emmanuel a réussi à placer 3 blocs de couleurs dans l'ordre. Personne ne s'y attendait. Les thérapeutes sont applaudis. Louis a regardé son frère et a ri. C'était un rire court, maladroit, mais réel. Patricia a pleuré en le voyant. Lors d'une visite programmée, Maria a pu serrer ses enfants dans ses bras. Ce fut une scène silencieuse. Elle s'est agenouillée devant eux, sans prononcer un mot, et a placé son front contre celui de Louis. Emmanuel s'est approché lentement et l'a entouré de ses bras maigres. Personne n'a rien dit. Les personnes présentes ont baissé le regard. C'était un moment sacré. Il n'y avait pas de place pour les jugements, seulement pour la douleur, la rédemption et la tendresse. Thomas, en revanche, était toujours interné sous évaluation psychiatrique. Les médecins disaient qu'il présentait un développement affectif immature, que sa perception du monde était limitée. Il ne montrait ni agressivité, ni rébellion. Seulement une tristesse constante, une expression vide. Dans ses premières semaines, il ne parlait pas. Ensuite, il a commencé à répéter des phrases comme « Je m'occupais d'elle, je ne voulais pas faire de mal ». Ils vont bien, n'est-ce pas? Personne n'avait de réponse facile. Une travailleuse du centre, nommée Maria, a écrit dans son journal de bord « Thomas n'est pas un criminel. Il est le produit d'un système qu'il a oublié. Personne ne lui a appris à aimer correctement. Et maintenant, tout ce qu'il connaissait a été détruit. » L'histoire, bien qu'inconnue du public, commençait à laisser des traces profondes chez les professionnels qui l'accompagnaient. Il y avait des nuits où Lucia ne pouvait pas dormir. Elle pensait à Maria seule, lavant du linge dans la cour, à Thomas portant de l'eau dans des seaux, aux enfants pleurant sans savoir pourquoi. Elle pensait à tout ce qui aurait pu être évité, à tout ce qui n'a pas été fait à temps. Lors d'une séance de groupe, une thérapeute a demandé aux bénévoles ce qu'ils avaient appris avec ce cas. Patricia a répondu la première. Elle a dit que l'amour, sans guide, peut se transformer en tragédie. Que la honte peut être plus létale que la violence. Et que les enfants, même dans l'obscurité la plus absolue, peuvent répondre à la lumière si elle arrive en jugement. Cette nuit-là, Lucia écrivit dans son carnet
Dieu n'a pas oublié cette famille. Nous si. Et maintenant, nous devons réparer ce que nous avons laissé tomber. Dehors, dans les rues de cette palapa, la vie continuait comme toujours. Personne ne savait ce qui s'était passé dans cette maison aux murs humides. Personne ne parlait de la femme qui avait élevé son fils en silence. Personne ne demandait des nouvelles des enfants au corps tordu et aux yeux de cristal. Mais à l'intérieur d'une petite salle de soins, deux vies commençaient à fleurir, même s'il était tard, même si c'était parmi les ruines, même si l'erreur ne pourra jamais être défaite. Dans les jours suivants, cette rencontre entre Maria et ses enfants, quelque chose en elle commença à se transformer. Elle ne parlait plus la tête baissée, ni ne répondait en monosyllabes. Son regard restait triste, oui. Mais le léger éclat de qui, enfin, avait trouvé une raison de continuer à vivre, apparaissait plus fréquemment. Les thérapeutes notaient qu'elle s'habillait avec plus de soin, qu'elle apportait de nouveaux dessins, qu'elle posait des questions plus détaillées sur les traitements de Louis et Manuel. Elle ne demandait pas pardon à voix haute, mais elle le faisait à chaque geste, comme si sa façon de réparer était d'être présente, même quand le passé l'écrasait. Louis, de son côté, commença à faire des pas à l'aide d'un déambulateur spécial. Chaque mouvement était difficile, lent, mais ferme. L'équipe célébrait chacun de ses pas comme un acte de résistance. Emmanuel restait sensible au son, mais il ne sursautait plus à chaque voix inconnue. Il avait commencé à émettre des syllabes isolées. Personne ne comprenait ce qu'il disait. Mais il répétait ces syllabes en regardant fixement les soignantes, comme s'il demandait que quelqu'un n'écoute pas vraiment pour la première fois. Pendant ce temps, Thomas restait sous évaluation dans un centre psychiatrique. Les rapports signalaient qu'il ne présentait pas d'altération psychotique ni de tendance violente. Ce qu'il avait était quelque chose de plus difficile à diagnostiquer. Une maturation émotionnelle structurelle accompagnée d'une compréhension limitée des implications de ses actes. Aux yeux de beaucoup, c'était un homme adulte. Mais en son intérieur, il était encore l'enfant qui grandit sans école, sans lien, sans une idée claire du bien et du mal. La psychologue qui le prenait en charge, une femme patiente et méthodique, écrivit que Thomas n'avait pas agi avec l'intention de nuire, mais depuis un besoin affectif désordonné. Et cela, bien que cela ne l'exonère pas, oblige à regarder son cas avec une autre lentille, celle de la compassion. Un matin, à la maison d'accueil, Louis eut une forte fièvre. Son corps tremblait et ses mains étaient froides. Emmanuel s'altéra en le voyant ainsi. Il pleura sans cesse pendant plus d'1 heure. Il ne voulait pas le lâcher. Il s'accrochait à son t-shirt avec le peu de force qu'il avait, comme s'entuyer à ce que son frère était en danger. Les médecins agirent rapidement et réussirent à stabiliser Louis. Mais cet épisode laissa une forte marque émotionnelle sur l'équipe. Pour la première fois, les deux enfants montraient des signes profonds d'attachement entre eux. Ils n'étaient plus seulement deux petits avec un handicap. C'étaient des frères qui, dans leur monde limité, prenaient soin l'un de l'autre comme ils pouvaient. Maria fut informée de l'épisode. Elle ne pleura pas. Mais elle passa l'après-midi entière dans le jardin de l'institution, assise les yeux fermés, murmurant des prières qui s'entendaient à peine. À la fin de la journée, elle laissa une brève lettre à la réception. Elle disait « Merci de ne pas avoir abandonné avec eux. Moi, j'ai abandonné de nombreuses fois. Vous, non. C'est pourquoi ils sont vivants. » L'équipe savait que le processus de récupération serait long, qu'il n'y aurait pas de miracle, que peut-être Louis et Emmanuel ne marcheraient jamais sans aide, ne parleraient jamais couramment, ne comprendraient jamais complètement ce qui s'était passé autour d'eux.
Mais cela ne leur enlevait pas le droit à une vie digne, à un plat chaud, à une main qui caresse sans peur. Les soignantes disaient que le plus difficile n'était pas de soigner les maladies, mais de briser le mur de silence que la famille avait construit pendant des décennies. Mais elles savaient aussi que chaque caresse, chaque mot répété avec tendresse, était une nouvelle fissure dans ce mur. Et par là, la lumière s'infiltrait. Thomas, lors de ces séances, commença à poser des questions. Il voulait savoir si ses enfants mangeaient bien, s'ils dormaient tranquillement, si Maria leur rendait souvent visite. La thérapeute répondait calmement. Il hochait la tête, sans parler. Parfois, il restait immobile, fixant un point sur le mur. D'autres fois, il dessinait des figures étranges. Une femme avec une longue tresse, un enfant les yeux fermés, une maison coupée en deux. Il ne savait pas expliquer ce qu'elle signifiait. Il disait seulement que c'était des choses qu'il rêvait. Une nuit, il eut une crise. Il se réveilla en criant, répétant la même phrase. « Je n'ai pas voulu leur faire de mal. Je n'ai pas voulu leur faire de mal. » Le personnel de garde le retint, le calma, l'étreignit. Thomas s'endormit la tête appuyée sur la poitrine de l'un des infirmiers. Ce fut la première fois qu'il accepta un contact physique d'un autre homme. En parallèle, Maria reçut une proposition inattendue. Une fondation de femmes qui travaillait avec des cas de maternité forcée et d'abus structurels lui offrit une place dans un programme de formation. C'était une opportunité pour apprendre un métier, pour se réinsérer pleinement dans la société. Au début, elle hésita. Elle avait peur de sortir dans la rue, d'être reconnue, d'entendre des murmures. Mais une bénévole lui dit « Tu n'es pas ici pour te cacher. Tu es ici pour prendre soin de ceux qui dépendent de toi. » Ces mots lui transpercèrent la poitrine. Elle accepta. Elle commença à assister à des ateliers de couture 3 fois par semaine. Au début, elle s'asseyait dans le coin, cousait en silence, sans regarder personne. Ensuite, petit à petit, elle commença à parler. Elle découvrit que beaucoup de femmes là-bas avaient aussi été expulsées de leur maison pour être tombées enceintes jeunes. Que d'autres avaient élevé des enfants handicapés sans savoir pourquoi. Maria ne raconta pas son histoire. Elle écouta seulement. Mais dans cette écoute, elle trouva quelque chose qu'elle n'avait pas eu depuis des années. L'appartenance. Un jour, dans l'un de ses cours, Maria se coupa avec l'aiguille et saigna. L'une des camarades s'approcha pour l'aider. Elle lui prit la main et lui dit « Nous saignons toutes, d'une manière ou d'une autre. L'important est de ne pas laisser la blessure s'infecter. » Maria ne répondit pas. Mais cette nuit-là, dans son carnet, elle écrivit « Aujourd'hui, quelqu'un m'a touché sans peur. » Dans la maison d'accueil, Louise commença à prononcer son premier mot clair. Il dit « maman » avec effort, avec la langue maladroite, mais avec intention. Ce fut un moment de silence total. Les soignantes se regardèrent, ne sachant pas si rire ou pleurer. Emmanuel le regarda et répéta le même son, plus faible, comme un écho. La nouvelle parvint à Maria par un appel. Elle resta silencieuse pendant plusieurs secondes, jusqu'à ce qu'elle dise « Je ne le mérite pas, mais merci ». Dans une autre salle, Thomas écoutait sa thérapeute lui lire un conte pour enfants. C'était une histoire sur un oiseau qui vivait dans une cage et ne savait pas qu'il avait des ailes. Thomas l'écoutait attentivement, comme si le récit parlait de lui. À la fin, il demanda si les oiseaux se trompaient aussi. La thérapeute lui a répondu que oui, mais qu'il pouvait quand même s'envoler. Il est resté à réfléchir longtemps. Ensuite, il a dit « Mes ailes sont cassées.
mais mes enfants peuvent encore voler. Ce mois-là, pour la première fois depuis que tout a commencé, Maria a demandé la permission de rendre visite à Thomas. La demande a été évaluée avec soin. Finalement, une rencontre brève a été autorisée, dans un environnement contrôlé. Ils se sont vus sans se toucher. Maria a pleuré en le voyant si mince, si immobile. Thomas lui a dit qu'il apprenait à être seul, qu'il rêvait de Luis marchant dans un parc, qu'il imaginait parfois Emmanuel riant avec d'autres enfants. Maria lui a dit qu'elle ne savait pas comment réparer ce qu'ils avaient fait. Il a répondu que peut-être il ne pouvait pas, mais qu'il pouvait faire quelque chose de mieux avec ce qu'il restait. Dehors, le jour était nuageux, mais à l'intérieur de cette petite pièce, deux personnes qui ont une fois confondu l'amour avec le vide commençaient à comprendre la valeur du renoncement, du repentir et de l'amour bien dirigé. L'histoire n'avait pas une fin heureuse, mais elle était loin d'être terminée. Au fil des semaines, le cas de Maria, Thomas, Luis et Emmanuel a cessé d'être un dossier clos sur le bureau d'un fonctionnaire pour devenir un engagement humain, intime et profond pour tous ceux qui étaient impliqués dans leur accompagnement. Ce n'était plus seulement une histoire triste, ni une anomalie cachée parmi les statistiques. C'était une blessure ouverte au milieu d'une ville habituée à regarder ailleurs. Et c'était aussi une opportunité de guérir ce qui semblait irrémédiable, de racheter ce qui avait été souillé par l'ignorance et le silence. Luis continuait d'avancer à petits pas, littéralement. Chaque jour, il essayait de se déplacer de quelques centimètres de plus avec le déambulateur en aluminium que la fondation lui avait adapté. Ses jambes étaient minces et rigides, mais ses yeux brillaient quand il parvenait à aller d'un mur à l'autre. Emmanuel, de son côté, avait commencé à montrer des signes de reconnaissance plus clairs. Quand l'une des thérapeutes entrait dans la pièce, il tournait la tête et tendait les bras pour qu'on le prenne dans les bras. Il ne parlait pas, mais il comprenait. Et ce seul fait, pour toutes les personnes présentes, était déjà un miracle. Maria, de plus en plus impliquée dans son processus, a demandé à s'intégrer comme bénévole dans la cuisine du centre communautaire. Là, elle épluchait des pommes de terre, servait du pain, lavait la vaisselle. Parfois, elle le faisait en silence, mais une autre fois, un rire lui échappait en écoutant les conversations des autres femmes. Elle ne participait pas activement, mais elle ne se cachait plus. Certaines de ses camarades commençaient à l'appeler la dame du de l'Antalassul et la saluaient avec affection. Elle, bien qu'elle portait encore une profonde culpabilité, commençait à savourer de petits fragments d'appartenance. Un jour, alors qu'ils organisaient une activité d'intégration au centre, Maria a été invitée à lire une prière à voix haute. Elle a hésité. Elle avait peur que sa voix ne tremble. Mais à la fin, elle a accepté. La prière parlait de reconstruire ce qui était tombé, de rendre la dignité aux petits, d'embrasser sans demander. En terminant, les personnes présentes ont applaudi. Maria a baissé la tête. Elle n'était pas habituée à être écoutée en jugement. À l'autre bout de la ville, Thomas continuait son processus thérapeutique. Il n'était plus interné. Il vivait dans une maison de mi-chemin, où il pouvait assister à des ateliers occupationnels et recevoir des visites occasionnelles. Sa routine était stricte, se réveiller tôt, faire des exercices, participer à des séances de groupe, lire. Il aimait les contes simples, avec des dessins, avec des messages clairs. Il disait que les histoires, aux fins ouvertes, lui donnaient de l'anxiété. Il préférait savoir comment les choses se terminaient. Pendant une session d'écriture appelée, Thomas écrivit une lettre qu'il n'envoya jamais. Dedans, il parlait à Luis.
Il lui disait que même s'il ne savait pas comment être père, il avait essayé d'être un bon ami. Que chaque fois qu'il le voyait dormir, il pensait à lui construire une maison sans bruit, sans peur, avec un lit doux. Qu'il rêvait de l'emmener voir de grands arbres, de ceux qui ne tiennent pas dans les fenêtres. La lettre se terminait ainsi: « Pardonne-moi de t'avoir mis au monde sans t'apprendre à voler. Moi aussi, ainsi sans elle. » La thérapeute qui l'accompagnait lui lut la lettre en silence et ensuite lui demanda la permission de la garder. Thomas accepta. Il dit qu'il ne voulait pas la lire de nouveau, mais qu'il aimerait qu'un jour, quand Louis serait grand, quelqu'un la lui montre. Louis, pendant ce temps, commençait à montrer de l'intérêt pour les sons. Une bénévole apportait un xylophone en bois aux sessions, et il frappait les touches avec une courte barre, émettant des sons aigus. Au début, il le faisait en rythme. Mais avec le temps, il commença à répéter des séquences. Un après-midi, pendant qu'il frappait les notes, Emmanuel commença à bouger sa tête d'un côté à l'autre, comme s'il essayait de suivre une mélodie. Les soignantes se regardèrent, émues. C'était la première fois que les deux enfants interagissaient activement à travers un stimulus partagé. Ce même après-midi, Patricia, l'infirmière qui passait le plus de temps avec eux, demanda la permission de prendre une photographie. Maria avait autorisé qu'avec discrétion, le progrès de ses enfants soit documenté. L'image montrait Louis jouant du xylophone et Emmanuel le regardant, la bouche entr'ouverte, dans une expression de pure concentration. Cette image ne fut jamais publiée. Elle fut gardée dans les archives de la Fondation, avec d'autres preuves que, même après la pire erreur, la vie continue de chercher comment fleurir. Maria commença à rendre visite aux enfants 2 fois par semaine. Au début, les visites étaient brèves, surveillées, limitées. Mais avec le temps, elles devinrent plus naturelles. Louis la reconnaissait. Emmanuel se relaxait dans ses bras. Elle ne disait pas grand-chose. Parfois, elle les caressait seulement en silence. D'autres fois, elle leur lisait de courtes histoires. Elle narrait d'une voix posée, sans hâte, comme si le temps n'était plus une menace, mais un cadeau. Les soignantes observèrent de loin, sans intervenir. Elles comprenaient que ce moment n'appartenait qu'à eux. Un après-midi, après une visite particulièrement émouvante, Maria resta assise dans le patio du centre. Une bénévole lui offrit un café. Elle l'accepta. Elles restèrent en silence quelques minutes, regardant la pluie tomber. Ensuite, Maria parle pour la première fois de l'avenir. Elle dit qu'elle voulait travailler, qu'elle rêvait d'avoir une chambre propre pour ses enfants, qu'elle ne savait pas si c'était possible, mais qu'elle allait l'essayer. La bénévole ne répondit pas avec des mots. Elle lui prit seulement la main. Lors des réunions internes de l'équipe, une question inévitable surgissait. Que faire avec Thomas ? Certains suggéraient de maintenir la distance. D'autres parlèrent d'une possible réintégration supervisée. La majorité s'accordait à dire que, au-delà des décisions légales ou thérapeutiques, il fallait penser au bien-être des enfants. Maria, consultée à ce sujet, fut claire. Elle dit qu'elle ne voulait pas revivre des liens qui avaient fait du mal, qu'elle avait appris à aimer Thomas comme mère, pas comme compagne, et qu'elle comprenait maintenant la différence. Le directeur de la Fondation proposa quelque chose d'inhabituel. Organiser une rencontre symbolique entre Thomas et les enfants sans contact direct, mais avec présence physique. L'idée n'était pas de réactiver une relation, mais de permettre à Thomas de pouvoir voir ce que son histoire avait généré. Pour le meilleur et pour le pire, et que les enfants, dans leur compréhension limitée, puissent voir un visage qui ne représentait plus une menace. La rencontre fut organisée avec un soin extrême. Mariano fut présent. Louis et Emmanuel furent emmenés dans une salle avec des jouets,
et accompagné par 2 thérapeutes. Thomas entra par une porte latérale, escorté par sa psychologue. Il s'assit à plusieurs mètres de distance. Il ne dit rien. Il les regarda seulement. Louis, occupé avec un puzzle, ne le remarqua pas. Quant à Emmanuel, en revanche, il tourna la tête et le regarda fixement pendant plusieurs secondes. Puis, il retourna à son jouet. Thomas pleura en silence. Il ne demanda pas à s'approcher. Il n'éleva pas la voix. Il resta seulement là, observant les enfants pour lesquels il ressentait un amour qu'il n'avait jamais su montrer. Quand la séance fut terminée, il se leva, remercia à voix basse et se retira. Cette nuit-là, il écrivit une autre lettre. Cette fois-ci, adressée à Maria. Il lui disait qu'il comprenait sa décision, qu'il ne la blâmait pas de s'éloigner, que s'il devait vivre loin pour que les enfants soient heureux, il l'acceptait, et que, chaque fois qu'il verrait un grand arbre, il penserait à Louis. Chaque fois qu'il écouterait une chanson, il penserait à Emmanuel. Et qu'il espérait, un jour, être souvenu non comme celui qui avait causé de la douleur, mais comme celui qui avait su se retirer à temps. Maria lui donna la lettre quelques jours plus tard. Elle ne répondit pas. Elle demanda seulement que, si Thomas le souhaitait, il puisse recevoir des nouvelles périodiques sur l'état des enfants. Personne ne l'interdit. Mais ils ne l'encouragèrent pas non plus. L'histoire, d'une certaine manière, avait trouvé sa cause. Ce n'était plus une plaie ouverte. C'était une cicatrice qui commençait à se refermer. Et au milieu de cette cicatrice, 2 enfants continuaient de grandir. Lents, fragiles, mais vivants. Les saisons changèrent sans faire de bruit. Comme si le temps, dans ce coin caché de Mexico, avait aussi appris à marcher avec prudence. La chaleur écrasante de l'été céda lentement devant les pluies douces d'octobre. Et puis, le froid arriva sans avertissement, couvrant les toits de tôle d'une gelée ténue et silencieuse. Dans la maison d'accueil, les jours passaient entre thérapie, chansons enfantines, goûters nutritifs et une routine soigneusement conçue pour que Louis et Emmanuel aient, enfin, quelque chose qui ressemblait à une enfance. Bien que tardive, bien que limitée, bien que marquée pour toujours par les erreurs des autres. Louis commença à dire plus de mots, isolés et encore maladroits, mais compréhensibles. Il disait pain quand il avait faim, maman quand il voyait Maria arriver, eau quand il était fatigué. Emmanuel ne parlait pas encore clairement, mais il était évident qu'il comprenait. Quand quelqu'un disait « Maria vient », il restait immobile, les yeux grands ouverts, comme s'il retenait son souffle. Et quand il la voyait entrer, il tendait les bras, souriait avec tous les muscles disponibles de son visage, et lâchait un cri aigu qui n'avait pas de forme, mais bien un sens. En une occasion, durant une évaluation médicale, les spécialistes déterminèrent qu'Emmanuel pourrait nécessiter une intervention chirurgicale pour corriger une obstruction intestinale. Ce n'était pas une procédure à haut risque. Mais cela impliquait une anesthésie, une hospitalisation et des soins post-opératoires. Maria a signé les papiers d'une main tremblante, demandant encore et encore s'il y avait des garanties, si ce n'était pas dangereux, si son fils souffrirait. L'opération a été réalisée dans un hôpital public avec le soutien de la Fondation. Ce fut un succès, bien que les jours de récupération aient été difficiles. Emmanuel ne voulait pas manger, pleurait constamment et ne se calmait que lorsqu'il entendait la voix de Louis à quelques mètres. Maria a demandé à dormir sur une chaise à côté du brancard. Personne ne le lui a refusé. Pendant cette hospitalisation, une travailleuse des vitaux, nommée Sylvia, s'est sentie particulièrement touchée par l'histoire.
Chaque nuit, en terminant son service, elle passait par la chambre d'Emmanuel pour vérifier si tout était en ordre. Elle ne parlait pas beaucoup, parlait pas. Parfois, elle laissait une couverture supplémentaire ou plaçait une bouteille d'eau tiède près du lit. D'autres fois, elle restait à la porte, observant Maria dormir assise, les bras croisés sur les genoux et le visage vaincu par la fatigue. Un matin, Sylvia s'est décidée à parler. Elle lui a dit qu'elle avait aussi un fils en situation de handicap, qu'au début elle avait ressenti de la rage, qu'après elle avait ressenti de la culpabilité, et qu'à la fin, elle avait compris que l'amour n'a pas besoin d'explication. Maria n'a pas répondu avec des mots. Elle lui a pris la main. Pendant ce temps, à la maison de transition, Thomas continuait sa routine avec discipline. Il participait à des ateliers de menuiserie, apprenait à lire des textes simples et collaborait au nettoyage des espaces communs. Il avait pris un peu de poids et son expression n'était plus celle d'un homme absent. Il restait réservé, mais parlait plus. Lors d'une des sessions de groupe, un jeune a demandé ce qui lui manquait le plus de sa vie antérieure. Thomas a réfléchi quelques secondes et a dit « La voix de mon fils disant mon nom, même si ce n'est qu'une seule fois. » Le groupe est resté silencieux. Personne n'a ri. Personne n'a questionné. Il y avait une nouvelle dignité dans ces mots, comme si sa douleur n'était plus un mur, mais un chemin étroit, mais possible. Maria, sur recommandation de sa psychologue, a écrit une lettre à elle-même. Elle doit le faire comme si elle était une enfant parlant à son moi du futur. L'exercice, simple en apparence, est devenu un soulagement profond. Elle a écrit, « Chère Maria, tu ne savais pas ce que tu faisais. Tu voulais l'amour. Tu voulais ne pas être seule, et cela t'a mené à des endroits sombres. Mais maintenant, Maria, tu es une autre. Tu es une vraie maman. Tu es une femme qui prend soin, qui lutte, qui heurt. Ne laisse pas le passé te voler ce que tu as reconstruit. » La lettre a été lue lors d'une session fermée avec d'autres femmes. Certaines ont pleuré, d'autres l'ont embrassée. Pour la première fois, Maria a senti qu'elle pouvait partager son histoire sans être lapidée par des regards. Elle s'est permis de raconter, avec prudence, une partie de ce qu'elle avait vécu. Elle n'a pas nommé prendre comme son fils, mais a laissé entrevoir la confusion, l'erreur, le repentir. Personne ne l'a interrompue. En terminant, une des assistantes lui a dit « Ton histoire n'est pas une excuse, mais c'est une explication. Et c'est déjà un pas. » Maria est rentrée chez elle cette nuit-là avec les yeux gonflés, mais le cœur plus léger. Louis et Emmanuel ont commencé à assister à un programme de stimulation sensorielle 3 fois par semaine. Le centre disposait de lumière douce, de textures variées, de sons naturels et de thérapeutes qualifiés pour travailler avec des enfants ayant une déficience profonde. Là, Louis a découvert qu'il aimait les couleurs intenses, spécialement le rouge. Emmanuel préférait les textures douces, comme le velours ou le coton. Les thérapeutes ont créé un coin spécial pour eux, avec des jouets adaptés, de grands coussins et de la musique instrumentale. À la fin de chaque séance, les deux s'endormaient, l'un à côté de l'autre, se tenant la main. Un jour, en remarquant que Louis s'intéressait aux livres illustrés, une bénévole apporta un exemplaire à couverture rigide, avec de grands dessins et des pages épaisses. Louis passa presque 1 heure à regarder les images. Quand il en vit une qui montrait un ours étreignant son petit, il désigna l'illustration et dit « Maman ». Tous retinrent leur souffle. Maria, qui était dans la salle d'attente, fut appelée. En entrant, Louis les désigna de nouveau, le livre à la main. Il répétait le mot comme un mantra. « Maman, maman ». Elle s'agenouilla devant lui, l'étreignit avec soin et lui dit à l'oreille « Oui, mon fils, c'est moi ».
et je le serai toujours. Dans la maison de transition, Thomas demanda à participer à un atelier de jardinage. Il voulait planter quelque chose. Il disait qu'il avait passé trop d'années à voir des murs secs, de la terre morte, et qu'il avait besoin de voir pousser quelque chose qui ne soit pas lui-même. On lui attribua une petite parcelle dans la cour du centre. Il planta des graines de tournesol. Il les arrosait chaque jour avec un soin extrême. Parfois, il leur parlait. Il disait des choses comme « Ne vous pressez pas. Poussez quand vous serez prêt, ou vous n'êtes pas responsable de l'endroit où on vous a semé. » Les thérapeutes l'observaient sans intervenir. Ils savaient que c'était sa façon de guérir. Des mois plus tard, une des thérapeutes des enfants proposa d'organiser une brève sortie au parc. Ce serait la première fois que Luis et Manuel sortiraient dans le monde extérieur depuis qu'ils avaient été secourus. L'idée fut évaluée avec prudence et finalement approuvée. Tout fut planifié en détail, transport adapté, assistant de santé, équipement médical d'urgence et un espace fermé du parc réservé exclusivement pour eux. Maria fut incluse dans la sortie. Elle arriva tôt, avec des vêtements simples mais propres, les cheveux attachés et un sac en tissu avec des petits pains et des fruits. Quand elle vit ses enfants descendre du véhicule, elle sentit que sa poitrine se remplissait d'air pour la première fois depuis des années. Luis marchait avec de l'aide. Emmanuel était dans les bras d'une soignante. Tous deux regardaient Bestou avec étonnement. Les grands arbres, les oiseaux, le ciel ouvert. Ils ne savaient pas ce qu'était un parc, mais ils le découvraient ensemble. Pendant plus d'une heure, les enfants jouèrent, rirent, se salirent les mains avec la terre, s'allongèrent sur une couverture et écoutèrent des contes sous l'ombre d'un arbre. Maria ne bougeait pas de leur côté. Elle les caressait, leur donnait de l'eau, les protégeait du soleil. C'était une mère comme n'importe quelle autre. Une femme qui, bien qu'ayant commis le pire type d'erreur, avait appris à aimer de la manière la plus pure, en prenant soin. Avant de rentrer, Luis s'approcha d'un tournesol qui poussait le long du sentier. Il le toucha du bout des doigts. Emmanuel l'imita. La thérapeute prit une photo. Elle ne la téléchargea pas sur les réseaux, ne la partagea pas. Elle l'imprima et la donna à Maria. Elle la rangea dans son sac sans rien dire. Cette image devint, depuis lors, le symbole silencieux de tout ce qui avait été et de tout ce qui pouvait encore être. La photographie du tournesol resta accrochée au mur d'un bureau modeste à l'intérieur du centre d'accueil. Ce n'était pas un trophée, ni une carte postale pour se vanter. C'était un rappel. Chaque fois qu'un nouveau professionnel arrivait dans l'équipe, quelqu'un montrait cette image et racontait, en quelques mots, l'histoire des deux enfants qui étaient nés dans l'obscurité la plus profonde, mais qui avaient réussi à lever les yeux vers la lumière. Cette photo ne montrait pas leurs cicatrices, ni leur douleur, ni leur diagnostic. Elle capturait seulement un instant. Deux petites mains touchant un tournesol avec la curiosité de ceux qui voient quelque chose pour la première fois. À ce moment-là, Luis avait 7 ans et Emmanuel 4. Aucun des deux n'avait été scolarisé formellement, mais ils recevaient une stimulation quotidienne. Un enseignant en éducation spécialisée, nommé Ernesto, travaillait avec eux 3 fois par semaine. Ernesto n'enseignait pas avec des livres ni des feuilles de travail. Il enseignait avec des chansons, des objets, des textures et des répétitions. Il disait que l'apprentissage n'entre pas toujours par les yeux, et que dans des cas comme celui de Luis et Manuel, il était nécessaire de parler au corps, au rythme, au cœur. Avec patience, il leur a appris à identifier les couleurs, à ranger les figures, à comprendre quand dire oui ou non. Luis a rapidement appris à pointer du doigt ce qu'il désirait. Il a commencé à développer un vocabulaire de base, mélangé à des gestes qu'il inventait lui-même. Emmanuel, en revanche, était plus lent, mais plus expressif émotionnellement.
Il s'énervait plus facilement. Parfois, il pleurait sans raison apparente, mais il était aussi le premier à répondre avec un sourire quand quelqu'un le caressait ou lui chantait une chanson connue. Les deux étaient devenus une partie essentielle du centre. Leur présence n'était pas une exception. Elles étaient l'âme des couloirs, ceux qui rappelaient à tous pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient. Maria, de son côté, avait fait un bond inattendu. Elle a commencé à coordonner un petit groupe de mères, en situation de vulnérabilité. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle se sentait leader. Elle l'a fait parce que quelqu'un lui a demandé si elle voulait partager son expérience. Au début, elle a hésité. Mais ensuite, elle a compris que raconter ce qu'elle avait vécu, sans entrer dans des détails qui feraient de mal, mais avec honnêteté, pouvait aider d'autres femmes à ne pas répéter des chemins dangereux. Lors d'une de ces sessions, elle a dit à voix basse : « La honte m'a couvert les yeux pendant des années. Mais mes enfants m'ont appris à regarder de nouveau. Ce groupe est devenu un espace de confiance. Il n'y avait pas de jugement. Il y avait des histoires dures, oui, mais aussi des rires, des recettes partagées, des prières en cercle. Maria apportait parfois du pain sucré qu'elle avait appris à faire à l'atelier de pâtisserie. Et elle l'offrait avec timidité. Les autres acceptaient avec gratitude. Elle avait réalisé quelque chose d'impensable des mois auparavant. Elle avait cessé d'être seulement la femme qui avait commis une erreur pour devenir Maria, celle qui écoute, celle qui aide, celle qui est restée. Thomas était toujours à la maison de transition. Elle avait fleuri en silence, comme ces arbustes qui ne donnent pas de fleurs la première année, mais qui soudain, sans préavis, sont déjà en couleur. Dans sa parcelle de tournesol, les plantes dépassaient déjà 1,5 m. Tous les jours, elle les arrosait, leur parlait, les observait grandir avec un mélange d'émerveillement et de tendresse. Elle disait que c'étaient ses enfants de la terre, qu'ils ne lui répondaient pas, mais l'écoutaient quand même. À une occasion, lors d'une visite de sa thérapeute, on lui a demandé ce qu'elle ferait si elle pouvait revoir Louis et Emmanuel. Thomas est resté silencieuse un long moment, puis a répondu : « Je ne leur parlerai pas. Je m'assierai seulement pour les regarder et je leur dirai avec le cœur que je suis désolée. » Une psychologue de l'équipe a rédigé un rapport dans lequel elle suggérait de permettre une nouvelle rencontre entre Thomas et les enfants, cette fois en plein air, sous sa supervision et sans contact physique direct. La Fondation a évalué la proposition avec prudence. Tous n'étaient pas d'accord. Certains croyaient qu'il valait mieux maintenir une distance définitive. D'autres, que la réconciliation, bien que symbolique, était une partie essentielle de la guérison. Maria a été consultée. Il écouta tout avec attention. Et puis, d'une voix ferme, il dit qu'il faisait confiance à son instinct. Et que si ses enfants étaient minces protégés et ne souffraient pas, elle était prête à le permettre. Le jour de la rencontre fut soigneusement planifié. Un espace clos fut choisi à l'intérieur d'un parc communautaire, entouré d'arbres et avec une zone de jeu adaptée. Thomas arriva le premier, accompagné de 2 thérapeutes. Il portait une chemise simple et un pantalon propre. Il avait sur lui un petit carnet et un crayon. Il s'assit sur un banc à l'ombre et attendit. Quelques minutes plus tard, Louis et Emmanuel arrivèrent avec leurs accompagnatrices. Ils ne savaient pas qui ils allaient voir. Ils ne comprenaient pas entièrement la dimension du moment. Louis marchait d'un pas lent, soutenu par un assistant. Emmanuel était en fauteuil roulant. Lorsqu'ils furent à quelques mètres, Thomas se leva. Il n'avança pas. Il les regarda seulement. Louis leva la tête. Il le reconnut, mais ne montra pas de peur.
Il l'observa comme s'il tentait de se souvenir de quelque chose. Comme si sa mémoire émotionnelle lui parlait dans ses murs. Emmanuel sourit. Il leva une main faiblement, comme saluant l'air. Thomas posa la main sur sa poitrine et baissa la tête. Puis, il ouvrit son carnet et commença à dessiner quelque chose. C'était un tournesol. Il le fit avec des traits maladroits mais fermes. Puis, il l'arracha et le remit à une accompagnatrice. Il demanda que, si c'était possible, on le donne à Louis. L'accompagnatrice le prit avec délicatesse et le plaça dans les mains de l'enfant. Louis regarda le dessin et puis l'homme de loin. Il ne dit rien. Mais il le garda en le tenant tout le long du chemin du retour. Cet après-midi-là, Maria reçut le dessin dans la salle de repos du centre. Elle l'observa attentivement. C'était un tournesol, comme ceux que ses enfants avaient touchés des mois auparavant. Elle le rangea dans son sac. Elle ne dit rien. Elle respira seulement profondément et caressa la petite tête d'Emmanuel pendant qu'il dormait. Quelques jours plus tard, une forte tempête s'abattit sur la ville. Le parc communautaire fut inondé. Plusieurs des zones vertes furent perdues. La parcelle de tournesol de Thomas fut ravagée par le vent et l'eau. Le lendemain, il se rendit sur les lieux et trouva tout tombé. Il s'agenouilla devant la terre boueuse et ne dit pas un seul mot. Il resta là pendant plus d'1 heure. Puis il se leva et commença à recueillir les racines fermement. Il dit qu'il replanterait, que les fleurs n'étaient pas responsables de la tempête, que si elles avaient poussé une fois, elles pourraient pousser de nouveau. À la Fondation, une psychologue écrivit dans son rapport mensuel: les plus grandes erreurs ne se corrigent pas toujours. Parfois, elles s'intègrent seulement. Elles sont assumées. Elles se transforment en terre fertile pour que quelque chose de différent puisse naître sur elles. Cette idée résonnait avec force parmi tous. Personne ne pouvait changer l'origine de l'UICI Emmanuel. Mais il pouvait protéger son présent et préparer un futur qui ne répéterait pas les ombres du passé. Louis fêta ses 8 ans avec une petite célébration dans la salle de thérapie. Il n'y eut pas de ballon ni de clown. Il y eut du pain sucré, des chansons douces et une bougie allumée sur un muffin. Maria était présente. Aussi quelques enfants du centre. Emmanuel rit beaucoup ce jour-là. Il applaudissait sans rythme, mais avec une joie authentique. Louis resta sérieux, comme s'il ne comprenait pas entièrement ce que signifiait fêter des anniversaires. Mais quand on lui chanta, il leva la tête et dit d'une voix claire: « Merci. » Un mot. Un seul. Mais pour tous ceux qui étaient là, ce fut suffisant. Le dessin du tournesol, maintenant encadré et accroché discrètement sur un mur du centre, devint un symbole silencieux de ce qui peut être construit sur les décombres de la douleur. Personne ne le regardait sans se souvenir de tout ce qu'il avait coûté d'arriver jusqu'ici. Ce n'était pas seulement un gribouillis. C'était la preuve que même quelqu'un comme Thomas, marqué par l'erreur et l'ignorance, avait été capable d'exprimer quelque chose de pur, sans mots. Maria le voyait chaque fois qu'elle passait devant la salle de thérapie occupationnelle. Parfois, elle s'arrêtait. Elle l'observait longuement. Et ensuite, elle continuait, comme si elle avait besoin de se rappeler à elle-même qu'elle avait choisi le chemin de la reconstruction, non celui de l'oubli. Louis avançait d'un pas lent mais ferme. Il ne disait plus seulement des mots isolés, mais commençait à former des phrases courtes. Quand quelque chose lui faisait mal, il le disait. Quand il était heureux, il le montrait avec un large sourire et un doux applaudissement. Emmanuel, de son côté,
continuait à s'exprimer plus par gestes que par mots. Mais son attention s'améliorait de jour en jour. Il regardait les yeux plus fréquemment, demandait de l'aide en levant la main et pleurait moins. Les thérapeutes insistaient sur le fait que le lien émotionnel entre les deux frères était l'une des clés de leur progrès. Ils étaient connectés d'une manière qui allait au-delà du langage, comme s'ils se comprenaient depuis un endroit où les mots n'atteignent pas. Maria ne vivait plus au centre. Avec l'aide de la Fondation et d'un programme étatique pour les femmes en situation de vulnérabilité, elle avait obtenu un petit appartement d'une seule pièce, dans un immeuble modeste, mais digne. Là, avec des meubles donnés et des rideaux cousus par elle-même, elle a construit un espace qu'elle pouvait, pour la première fois de sa vie, appeler foyer. Ce n'était pas parfait, mais c'était le sien. Quand les enfants passèrent les week-ends avec elle, ils installaient un petit lit improvisé sur le sol, jouaient avec des cubes en plastique et écoutaient des chansons pour enfants sur une vieille radio qu'on lui avait offerte. Une voisine de l'immeuble, une dame âgée nommée Doña Eloísa, commença à s'approcher fréquemment. Au début, avec curiosité. Ensuite, avec soin, elle lui apportait des fruits, des vêtements d'enfant, même du pain fraîchement cuit. Maria, méfiante au début, s'ouvrit peu à peu. Un jour, Doña Eloísa lui dit « Ici, personne ne pose de questions. Si tu prends soin des tiens, il y a déjà des systèmes que beaucoup. » Ce fut le premier jour où Maria pleura devant quelqu'un en dehors du centre. Non par tristesse, mais par soulagement. Thomas continuait sa vie dans la maison de transition, mais il se préparait déjà à faire un pas de plus. Son thérapeute considérait qu'il était prêt à vivre dans une résidence supervisée avec d'autres adultes qui avaient traversé des processus similaires. L'idée n'était pas de le lâcher dans le monde, mais de lui permettre de développer son autonomie avec encadrement. Quand ils le lui communiquèrent, Thomas accepta sans enthousiasme ni peur. Il dit seulement « Ce que vous déciderez est bien ». Mais cette même nuit, il écrivit une lettre. Elle ne disait pas grand-chose. Seulement 3 phrases. Luis a eu 8 ans. J'aimerais qu'il aille bien. Si un jour je peux, je planterai un autre tournesol pour lui. Dans la nouvelle résidence, Thomas trouva de l'espace pour respirer. Il partageait une chambre avec un autre homme de son âge, participait à des activités de jardinage, de cuisine et de lecture, et continuait d'assister à ces sessions de sa vie. Dans l'une d'elles, on lui demanda d'écrire sur un mot qu'il considérait important. Il choisit « renonciation ». Il écrivit que parfois, aimer quelqu'un signifie s'éloigner pour que cette personne puisse grandir sans ombre. Son thérapeute le félicita. Non pour la rédaction, qui était simple, mais pour ce qu'impliquait cette reconnaissance. Thomas avait compris, finalement, que son rôle dans la vie de ses enfants n'était pas d'apparaître, mais de soutenir à distance ce qu'il avait appris à accepter. Au centre, Luis commença à fréquenter une école spéciale. La directrice de l'établissement, une femme empathique et stricte nommée Lorena, reçut le cas avec prudence. Elle lut tous les rapports, demanda à parler avec Maria et avec les thérapeutes de l'enfant. Quand elle le rencontra, elle le salua avec un sourire et lui offrit un dessin en couleur. Luis le prit, le regarda et dit « Joli ». Ce fut suffisant pour que Lorena dise oui. Le premier jour d'école fut un mélange d'émotions. Maria le mena par la main jusqu'à l'entrée. Emmanuel resta au centre, car il n'était pas encore en condition de fréquenter une institution externe. Luis, avec son nouveau sac à dos, regardait autour de lui avec un mélange de peur et de curiosité. Maria s'agenouilla devant lui, l'embrassa et lui chuchota quelque chose à l'oreille. Personne ne sut ce que ce fut. Mais quand ils se séparèrent, Luis entra en marchant sans regarder derrière.
Les semaines suivantes furent pleines de découvertes. Luis apprit à écrire son nom, à compter jusqu'à 5, à identifier des émotions de base sur des dessins. Un après-midi à la maison, Maria le vit dessiner. C'était une figure de bâton, avec un soleil en haut et 2 cœurs sur les côtés. Quand elle lui demanda ce que c'était, Luis dit « Moi, maman et Emmanuel ». Puis, il désigna un des cœurs et dit « Papa loin ». Maria resta immobile. Elle ne répondit pas. Elle l'embrassa seulement avec force. Lors d'une des visites mensuelles au centre, une thérapeute demanda à Emmanuel s'il voulait aller au parc. Il répondit par un oui retentissant, le plus clair qu'il eût prononcé jusqu'alors. Ils organisèrent l'acte à la sortie avec les soins habituels. En arrivant, Emmanuel fut emmené dans sa chaise jusqu'à une zone avec des jeux adaptés. Il toucha les cordes, se balança avec de l'aide, et rit tant que les autres enfants se joignirent à lui, sans poser de questions. Ce fut un moment de normalité pure, sans passé ni étiquette. Seulement des enfants jouant sous le ciel. Doña Eloïsa, la voisine de Maria, organisa un petit goûter pour célébrer que Luis avait commencé l'école. Elle invita d'autres voisines, prépara du chocolat chaud et des gâteaux. Luis s'assit sur une chaise en plastique et reçut les applaudissements avec un sourire timide. Emmanuel, dans les bras de Maria, applaudissait aussi, comme s'il comprenait que son frère était célébré. Les femmes de l'immeuble commencèrent à voir Maria avec d'autres yeux. Elle n'était plus seulement la voisine silencieuse. C'était une mère qui luttait, qui cuisinait, qui soignait. Un après-midi, pendant qu'elle balayait le couloir de l'immeuble, Maria reçut une enveloppe. Elle n'avait pas d'expéditeur. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite avec une écriture incertaine et un dessin d'un tournesol. C'était de Thomas. Il ne demandait rien. Il disait seulement « Merci de permettre qu'il grandisse. Je ne veux pas revenir. Je veux seulement qu'il sache que je suis où je dois être. Si jamais ils ont besoin de terre pour planter quelque chose, je suis ici. » Maria garda la lettre sans la montrer à personne. Cette nuit-là, pendant qu'elle préparait le dîner, Luis s'approcha avec un dessin. C'était un autre tournesol, cette fois plus grand, avec des racines et une fleur ouverte. Quand Maria lui demanda pourquoi il l'avait dessiné, Luis répondit « C'est de papa ». Ce fut la première fois que Maria entendit son fils dire ce mot. Elle ne sentit pas de rage. Elle sentit quelque chose de plus difficile à expliquer. Quelque chose qui ressemblait à du pardon, mais aussi à de l'espoir. L'histoire de Maria, Thomas, Luis et Emmanuel n'était plus un secret entre les murs. Sans avoir été rendue publique, sans gros titres, sans jugement médiatique, elle avait commencé à résonner dans de petits cercles. Professionnels, bénévoles, voisins, enseignants. Des gens ordinaires qui comprenaient que parfois l'obscurité la plus profonde peut céder la place à des lumières douces, mais persistantes. Luis continuait de grandir. Emmanuel aussi. Maria, bien que fatiguée, ne cessait de remercier chaque nouveau jour sans douleur, chaque nouveau mot, chaque geste qui semblait auparavant impossible. Et Thomas, à distance, continuait de planter. Pas de tournesol cette fois. Il cultivait maintenant la bande. Il disait que c'était une plante qui n'avait pas besoin de beaucoup pour pousser. Juste de l'espace, juste du temps. Comme ses enfants. L'année où Luis eut 9 ans et Emmanuel 6, l'histoire de leur famille ne se racontait plus avec la même tension qu'avant. Au centre, à l'école, parmi les voisines et les professionnels de la santé, on ne murmurait plus sur le passé de Maria, ni on ne remettait en question son rôle de mère. Personne n'oubliait, mais personne ne pointait du doigt non plus. Ce qui avait pesé comme un secret honteux et monstrueux
était maintenant compris comme une histoire humaine, douloureuse, pleine de fautes, oui, mais aussi de nouvelles décisions. Maria n'avait pas été pardonnée par décret, mais elle avait gagné, jour après jour, le respect de ceux qui l'entouraient. Non pas pour être parfaite, mais pour ne pas avoir fui. Luis savait déjà écrire son nom complet. En classe, les professeurs célébraient chaque fois qu'il parvenait à lire un mot sans aide. Il avait des difficultés, mais il ne se rendait pas. Il continuait d'utiliser un déambulateur, mais ses pas étaient plus sûrs. Il ne regardait plus le sol en marchant. Il levait les yeux comme s'il cherchait toujours quelque chose, un visage connu, un signe, un petit but. Emmanuel continuait ses thérapies de stimulation. Il avait beaucoup progressé. Bien qu'il n'articulât pas de phrases complètes, il pouvait exprimer l'essentiel avec un mélange de sons, de gestes et de regards. Son rire était contagieux. Et quand il se fâchait, il fronçait le sourcil avec une expression si authentique que même les thérapeutes riaient. Un jour, lors d'une activité artistique, il fut demandé à Luis de dessiner sa famille. Il fit 3 chiffres. L'une était lui, l'autre était Emmanuel, et la troisième était Maria. Toutes étaient sous un même toit. Ensuite, avec une autre couleur, il dessina un arbre à droite de la maison. Quand on lui demanda ce que cela représentait, il dit « Papa est planté là ». Personne ne corrigea son expression. Au contraire, l'éducatrice qui l'accompagnait nota la phrase dans son cahier. Non pas comme une bizarrerie, mais comme une vérité symbolique que seul un enfant peut construire avec tant de clarté. Maria continuait de travailler au centre communautaire, aidant d'autres femmes. Son histoire n'était partagée que lorsque c'était nécessaire. Jamais comme exemple d'échec, mais comme preuve de ce que la vie peut faire à quelqu'un qui ne reçoit pas d'aide à temps. Elle insistait sur le fait qu'elle ne parlait pas pour se justifier. Elle disait que sa voix ne servait que si elle pouvait empêcher une autre jeune femme de répéter son chemin. Lors d'une réunion, une adolescente enceinte lui demanda si elle ressentait toujours de la culpabilité. Maria ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit « La culpabilité ne part jamais complètement. Mais elle vit maintenant dans un coin, pas au centre de ma vie. » Thomas, de son côté, continuait à la résidence supervisée. Il avait appris à être du pain. Il participait à la cuisine communautaire et cuisait parfois pour les résidents. Une fois par mois, il envoyait un petit paquet à la fondation, du pain fait maison, une courte lettre et quelques dessins. Toujours la même chose. Des fleurs, des arbres, des ciels. Jamais des personnes. Non par oubli, mais par respect. Il savait qu'il ne faisait pas partie du tableau central, et il avait appris à l'accepter. Dans ses lettres, il écrivait des phrases comme « Je suis reconnaissant que vous alliez bien » ou que le silence prenne soin de vous. Il ne demandait jamais rien. Il remerciait seulement. Maria lisait ses lettres seule. Elle ne les partageait pas avec les enfants. Non par vengeance, mais parce qu'elle pressentait qu'ils n'avaient pas encore besoin d'en savoir plus. Ils savaient qu'ils avaient un père. Ils savaient qu'il n'était pas là. Et cela leur suffisait. Luis, cependant, commença à poser des questions. À 9 ans, sa curiosité était plus vive. Un jour, alors qu'ils rentrèrent de l'école, il lui demanda si son papa était vivant. Maria dit que oui. Puis il demanda si elle le connaissait. Elle ressentit. Luis ne dit plus rien. Il marcha seulement en silence jusqu'à la maison. Cette nuit-là, il dessina un arbre avec 2 branches cassées et une fleur au centre. Maria comprit le message. Elle ne le corrigea pas. Elle l'embrassa. Emmanuel percevait aussi les changements. Bien qu'il ne posât pas de questions,
il se montrait inquiet chaque fois qu'on lui parlait de l'arbre papa. Parfois, il s'approchait du balcon de l'appartement et regardait vers le ciel. Maria disait que ses enfants n'avaient pas besoin de grandes explications, mais de présence constante. Que les vides ne se remplissaient pas toujours avec des mots, mais avec des routines sûres, avec des goûters chauds, avec les vacances répétées chaque nuit. Un après-midi, lors d'une réunion de l'équipe de la Fondation, une psychologue a soulevé la possibilité que Thomas écrive une lettre à ses enfants, non pas pour expliquer ce qui s'était passé, mais pour raconter qui ils sont maintenant. Il y eut débat. Certains s'y opposèrent, d'autres le soutinrent. Au final, il fut décidé que, si Thomas le désirait, il pouvait rédiger la lettre, mais elle ne serait pas livrée immédiatement, afin que les enfants aient l'âge et la maturité nécessaires pour la lire. Thomas écrivit la lettre en 2 jours. Elle fut brève. Elle disait « Cher Louis et Emmanuel, je ne suis pas celui que l'on doit voir. Mais vous m'avez enseigné quelque chose que personne d'autre n'a pu, que l'amour ne suffit pas s'il fait mal, et que le silence peut veiller quand les mots ne suffisent pas. Je ne cherche pas que vous me pardonniez, seulement que vous viviez libre. Si un jour vous voulez savoir de mes nouvelles, ici je serai comme un arbre qui n'attend pas d'ombre, mais reste debout. » La lettre fut gardée dans les archives confidentielles de la Fondation. Maria fut informée. Elle ne voulut pas la livre. Elle demanda seulement que, quand le moment serait venu, quelqu'un de confiance la livre. Qu'elle ne voulait pas décider pour ses enfants, mais ne pas non plus les presser. Elle savait que le temps a son propre langage, et que le forcer ne fait que briser ce qui est encore en formation. Les mois suivants furent nets stables. Louis commença à participer à des activités sportives adaptées. Il aimait le football, bien qu'il ne pût pas courir comme les autres enfants. Il lui suffisait de frapper le ballon une fois et de voir comment quelqu'un le recevait. Cela le faisait rire. Emmanuel commença à tolérer des sons plus forts. Il ne se couvrait plus les oreilles devant la sonnette de la porte, ni ne pleurait avec les voix élevées. Un thérapeute dit que son développement émotionnel fleurissait plus vite que son développement verbal, qu'il comprenait beaucoup plus qu'il ne pouvait exprimer. Maria l'embrassait chaque nuit, lui chantait des chansons qu'elle inventait et lui disait, très près de l'oreille, « Peu importe ce que tu dis, je te comprends quand même. » Un week-end, lors d'une sortie au parc, Louis vit un arbre de tournesol planté près du sentier. Il s'approche, le touche. Puis, il regarda Maria et lui dit « C'est ta papa. » Elle ne le corrigea pas. Elle lui dit « Oui, il l'a planté pour toi. » Louis sourit, ramassa une feuille du sol et la rangea dans sa poche. Cette feuille est restée des semaines entières sous son oreiller. La même semaine, Maria a été invitée à une conférence sur la maternité dans des contextes vulnérables. Elle a hésité à y assister. Il lui était difficile de parler en public. Mais elle a accepté. Face à une salle de plus de 50 personnes, elle a raconté son histoire avec respect, sans se victimiser. Elle a dit « La plus grande erreur n'a pas été de mal aimer. C'était de ne pas avoir demandé de l'aide à temps. C'était de croire que le silence me protégeait. Je comprends que parler, même si ça fait mal, sauve des vies. » En terminant, il y a eu des applaudissements. Pas de courtoisie, de respect authentique. Thomas, depuis la résidence, a demandé de planter de nouveaux tournesols dans le jardin arrière. Il a dit que cette fois, ce ne serait pas pour lui, mais pour tous ceux qui n'ont jamais su demander pardon. Il les entretenait avec la même dévotion que toujours. Chaque fleur qui éclose était, en silence, un mot qu'il ne savait plus dire. Louis a eu 10 ans au printemps. La célébration a eu lieu au centre communautaire. Il y avait des ballons en papier, un gâteau fait maison
Des jeux simples. Emmanuel est resté à ses côtés tout le temps. Maria a soufflé les bougies avec eux. Quand quelqu'un lui a demandé ce qu'il désirait, Luis a dit que la lumière ne s'éteigne pas. Personne n'a tout à fait compris. Mais tous ont senti que cette phrase venait d'un endroit très profond. Cette nuit-là, en arrivant à l'appartement, Maria a trouvé une enveloppe sous la porte. Elle n'avait pas d'expéditeur. À l'intérieur, il y avait une feuille sèche de tournesol et une note. Merci de continuer à prendre soin de la lumière. Il n'y avait pas de signature, mais elle a su qui c'était. Elle a gardé la feuille à côté de celle de son fils et a allumé une petite bougie dans la cuisine. Elle n'a pas prié à voix haute. Elle a seulement fermé les yeux et a pensé à Thomas, à ses enfants, au passé, à la douleur, et aussi à cette flamme qui, contre toute attente, continuait de brûler. L'histoire de Maria, Thomas, Luis et Emmanuel n'avait plus besoin d'être racontée avec des voix exagérées. Maintenant, elle vivait dans chaque regard, dans chaque geste, dans chaque fleur plantée. Une histoire qui a commencé par une erreur qui ne peut pas être effacée, mais qui a aussi été écrite par des mains qui ont choisi de ne pas abandonner. Le matin où Emmanuel a prononcé pour la première fois le nom de son frère fut l'un de ceux que personne n'attendait. C'était dans la salle sensorielle, pendant une activité de lecture. Luis, comme toujours, était assis devant un livre d'images, désignant chaque dessin de son doigt fin, nommant les animaux un par un. En arrivant à l'image d'un chien, il a levé les yeux cherchant le regard de son frère. Emmanuel a regardé fixement et avec un effort évident, a murmuré quelque chose que personne n'a compris au début. Mais quand il a répété le mot, tous l'ont entendu, Luis. Ce n'était pas clair, ce n'était pas fort, mais c'était le sien. Un son chargé de liens, de mémoire et d'amour. Les thérapeutes se sont retenus pour ne pas réagir avec exagération. Elle ne voulait pas l'effrayer. Maria a été appelée quelques minutes après. En arrivant, Emmanuel n'a pas répété le nom, mais l'a regardé avec une expression qui ne laissait plus de doute. Il grandissait, comprenait, fleurissait à l'intérieur. Maria s'est agenouillée, lui a caressé le visage et lui a dit qu'il n'était plus nécessaire de dire quoi que ce soit, qu'elle l'avait déjà entendu. Ce petit événement a marqué de façon invisible un nouveau cycle dans la vie de cette famille. La douleur était toujours là, oui. L'erreur aussi. Mais ce n'était plus l'ombre principale. Elle s'était déplacée, cédant la place aux réussites, à la vie quotidienne, à la tendresse que les années, la constance et le soin avaient réussi à semer en terre hostile. Luis et Emmanuel n'étaient pas de simples survivants. C'étaient des enfants qui apprenaient, chacun à son rythme, à parcourir le monde depuis leur forme unique. Luis commença à écrire de petites phrases dans une libre tasule que sa maîtresse lui avait offerte. Ce n'étaient pas des journaux intimes, ni des récits. C'étaient des pensées éparses, des images, des expressions simples. « Hé, Emmanuel a ri. Maman m'a serré dans ses bras. Le pain était chaud. » Sur l'une des dernières pages, il écrivit « Je suis venu de l'obscurité. Mais maintenant je peux voir. » Cette phrase arriva entre les mains des thérapeutes, de sa maîtresse, et finalement de Maria. Quand elle l'a lu, elle pleura en silence. Non de tristesse, mais de quelque chose de plus profond, de rédemption. Il n'y avait pas de pardon possible pour certaines erreurs, mais il y avait une opportunité de réparer, de marcher dans une autre direction, de ne pas permettre que le passé salisse tout. Thomas, depuis sa résidence, n'envoyait plus de lettres. Non pas parce qu'il s'était éloigné, mais parce qu'il comprit qu'il n'avait plus besoin de laisser des traces. Dans son coin de terre, il cultivait maintenant des calendulas, une fleur qui dit tant que guérit les blessures.
Un après-midi, assis sur le banc du jardin, il regarda le coucher de soleil et dit à l'infirmier à son côté : « Parfois le silence aussi parle. Il faut seulement apprendre à l'écouter. » À l'école, Louis fut choisi pour représenter sa classe dans une petite œuvre théâtrale adaptée. Il interpréta un arbre. Il resta debout tout le temps avec une pancarte qui disait « Racines fortes ». Emmanuel l'observait depuis la première rangée, assis sur les genoux de Maria. Il ne comprenait pas tout ce qui se passait, mais chaque fois qu'il le hissa là-bas, il souriait. Maria ne détourna pas le regard un seul instant. À la fin de la présentation, les applaudissements ne furent pas forts ni euphoriques. Ils furent doux, respectueux, pleins de sens. Cette nuit-là, Maria alluma une bougie à la fenêtre de son appartement, non par tradition, ni par religion, seulement parce qu'elle avait besoin de le faire. Louis s'approcha d'elle, lui demanda si c'était pour l'arbre. Elle acquiesça. Emmanuel se blottit à ses côtés. Les 13 restèrent ainsi, en silence, voyant la flamme oxylare. Comme si tout ce qui avait été vécu, la douleur, la culpabilité, la résistance, l'amour, pouvait être contenu en cet instant immobile. L'histoire de Maria, Thomas, Louis et Emmanuel n'arriva jamais aux médias. Elle ne fut jamais racontée à la télévision ni publiée sur les réseaux. Ce ne fut pas nécessaire. Elle devint une légende intime entre travailleurs sociaux, infirmières, maîtresses et mères qui un jour s'étaient senties seules. Une histoire qui rappelait que les erreurs les plus graves ne naissent pas de la haine, mais souvent du désespoir, de l'abandon, du non-savoir. Mais elle enseignait aussi qu'il n'y a pas d'obscurité si profonde qu'elle ne puisse être pénétrée par une étincelle de lumière, que chaque enfant, aussi limité qu'il soit, a droit à une vie digne. Et que chaque mère, même une qui a commis des erreurs, peut apprendre à prendre soin, à soutenir, à guérir. Aujourd'hui, Louis continue d'aller à l'école. Il aime écrire, dessiner, regarder par la fenêtre. Emmanuel continue son traitement, mais il prononce déjà de nouveaux mots chaque mois. Maria cuisine, travaille, écoute. Elle vit sans se cacher. Elle n'attend pas de reconnaissance. Elle veut seulement que ses enfants grandissent libres du poids qui les a un jour marqués. Thomas continue de cultiver. Il n'attend pas d'être rappelé. Il désire seulement que le cycle ne se répète pas. Et toi qui as écouté cette histoire jusqu'à la fin, si un jour tu as douté du pouvoir qu'a l'accompagnement, l'écoute, l'amour ferme et sans condition, souviens-toi de Louis touchant le tournesol, d'Emmanuel disant son nom, de Maria face au feu, de Thomas apprenant à se taire pour que d'autres puissent grandir. Parce qu'il ne s'agit pas de justifier des erreurs, mais de ne pas les abandonner au silence. Et si cette histoire t'a touché d'une certaine manière, je t'invite à laisser ton commentaire, partager cette vidéo et t'abonner à la chaîne. Ici, à Mexique Interdit, nous continuons de raconter les histoires que beaucoup préfèrent taire. Non pour scandaliser, mais pour comprendre. Parce que parfois, seulement en comprenant, nous pouvons éviter que cela ne se reproduise.